pour la recherche que font les généalogistes, ils participent et contribuent à un devoir de mémoire. Car derrière les noms et les dates que vous avez trouvées et compilées, il y a toute une histoire de famille qui se passe. Et c'est bon de mettre ça à l'avant-plan. Parce que nous, on connaît nos parents et nos grands-parents, mais est-ce que nos petits-enfants vont avoir toute cette information? Alors, c'est important d'accumuler cette information-là. Quelques pensées philosophiques, on va dire, connaissance du passé. Chaque individu est solidaire d'une race, d'un héritage, d'une tradition. Retrouver et publier la lignée de nos familles, c'est décerner un titre de noblesse parce qu'avant, vers le 16e siècle, simplement les nobles qui faisaient le généalogie. Et c'était enregistré. Est-ce que, je m'excuse de vous interrompre, oui. Est-ce que je peux vous demander de mettre votre présentation en mode présentateur, s'il vous plaît, pour qu'on voit juste la diapositive que vous présentez? Donc, en bas, le petit écran à droite. Merci. Petit écran à droite, ça. Comme ça. Exactement. Merci beaucoup. OK. Ah, OK, voilà. Connaître ses ancêtres est une façon de comprendre davantage le présent et d'anticiper l'avenir. Les avantages de la généalogie, bien, peut-être pas pour vous, mais pour vos patients plus tard, ça incite la socialisation. C'est-à-dire que là, un coup on fait la généalogie, on fait partie d'un groupe. Soit qu'on peut aller rencontrer nos parents, nos oncles, nos tantes, ou ainsi de suite, que ça fait peut-être un petit bout de temps qu'on ne les a pas vus. Ça développe aussi les facultés cognitives des personnes. Et ça donne aussi l'apprentissage de nouvelles technologies, comme moi je fais dans le moment. Et ça donne une valorisation personnelle aussi. Savoir que son ancêtre fait partie d'un groupe, d'une bataille ou d'une participation d'un fait historique, ça nous valorise aussi. Parmi les faits historiques, j'en ai une courte liste ici. Et simplement y pensant, peut-être vous pourriez, vous aussi, vous imaginer que, oui, c'est vrai, j'ai un oncle, un vieil oncle qui a fait partie de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, OK. Alors, on peut élaborer un peu plus là-dessus. C'est une très courte liste. Et aussi, unanimement, le Canada et entre parenthèses, le Québec, c'est un paradis pour faire, en parlant de la généalogie. Contrairement à l'Europe, on n'a pas été dévasté par 2 guerres mondiales, des guerres de religion, et ainsi de suite. Ici, on a eu des révolutions, ici en Amérique, mais ici au Québec, disons qu'elle a été tranquille. On l'a surnommé ainsi. Et donc, c'est relativement facile pour nous de faire des recherches en généalogie. Les qualités de généalogiste, et vous remarquerez que probablement qu'en médecine, c'est probablement les mêmes qualités qui sont requises. La curiosité, la persévérance, parce qu'on va s'apercevoir qu'on va frapper un mur, comme on appelle régulièrement. On ne trouve pas les noms, les documents ne nous permettent pas d'aller plus loin. Alors, il faut avoir de la persévérance pour trouver les solutions à cette histoire-là. Parce que tout le monde a eu un père, une mère, des grands-parents. Alors, il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas le trouver. La connaissance de l'histoire ou des antécédents et la rigueur, bien entendu. Il ne faut pas réinventer la roue. Alors, il faut faire des petites recherches à la bibliothèque pour voir qu'est-ce qui a déjà été publié. Alors, ça vous donne, il y en a un dictionnaire qui est dans votre bibliothèque, un dictionnaire de votre famille. Alors, vous ne réinventez pas la roue, vous copiez. Mais bien entendu, certains de ces livres ont été publiés il y a 20, 30 et 40 ans. Alors, il y aura probablement besoin d'une mise à jour.
les produits, qu'est-ce que le résultat de nos recherches, bien souvent, les gens ne le produisent pas, ne le publient pas. Alors, la manière de procéder, soit une généalogie ascendante, c'est-à-dire qu'on part de vous, votre père, votre grand-père, et ainsi de suite, paternel et maternel, et on s'en va vers où est-ce qu'on va arriver? On ne le sait pas. Production finale, une lignée directe, un arbre généalogique, rédiger une petite histoire de la famille de nos ancêtres. Pas simplement, ce n'est pas nécessaire de remonter 11 générations. 5, 6, vous pourriez facilement le faire. Et une généalogie descendante, alors vous partez de l'ancêtre. Vous allez dans le dictionnaire généalogique, votre nom de famille, c'est-à-dire votre patronyme, y est. Alors vous descendez. Et eux autres, ils vont arrêter peut-être au 17e, 18e siècle à peu près. Donc, c'est de l'inconnu vers l'inconnu. Production finale, un organigramme complexe, un dictionnaire de famille et rédiger l'histoire des descendants. Un exemple de lignée qu'on peut produire, ça c'est une lignée patrilinéaire. Vous pouvez en faire une lignée matrilinéaire aussi. C'est à vous. Décidez. Un autre, l'ascendance côté père et mère en même temps. Alors, vous ramassez l'information. Mais avec ce schéma, on peut mettre seulement un minimum d'informations là-dessus, c'est-à-dire date de naissance, baptême, mariage, sépulture et l'endroit où est-ce que ça s'est passé. Bien entendu, lorsque vous poursuivez, vous pourrez compléter ce qu'on appelle une roue de pan, un arbre généalogique. Rares sont les arbres généalogiques que j'ai vus qui étaient tout remplis, surtout à 10 générations. C'est rare, les gens. Il y a toujours des problèmes, soit celui qui est arrivé de Nouvelle-France, il n'a pas donné le bon nom. Il n'a pas donné son nom réel. Peut-être qu'il y avait des bonnes raisons pour ça. Ça arrive. Mais il ne faut pas que ça nous arrête. Ça, c'est un arbre généalogique qui date du Moyen Âge. En plus des noms, les familles à ce moment-là, les nobles surtout, avaient des armoiries, des blasons. Une généalogie de famille, on peut remonter quelques générations. Bon, je parlais tout à l'heure de faire de la socialisation. Ici, en Outaouais, du côté du Québec, on a la SGO, la Société de généalogie de l'Outaouais. Ils peuvent vous aider. Les membres sont là, c'est des volontaires, des bénévoles, et on vous offre à peu de frais des formations qui vont vous aider à faire votre arbre généalogique. Il y a le cours d'initiation en généalogie pour guider les nouveaux membres. Pas à pas dans la généalogie, leur premier pas dans la généalogie. Les différents vocabulaires qu'on apprend, comme ondoyer, comme la consanguinité, toutes des choses qu'on va vous expliquer. Éviter les pièges ou chercher les informations et l'ordre à suivre dans la recherche des différentes choses et les différents logiciels de saisie et de recherche qui sont disponibles. Ça, c'est tout donné dans le cours d'initiation à la généalogie. Un de ces cours-là, c'est le cours de paléographie. C'est-à-dire qu'on va vous donner des trucs pour lire des documents anciens. Après en avoir fait quelques-uns, vous allez lire ça à peu près comme vous allez lire votre liste d'épicerie. Et certains textes qui sont écrits en vieux français, trouvés dans un contrat entre deux voisins, déserter sa terre pour découvrir son voisin. Est-ce que ça ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il voulait faire à ce moment-là, ce contrat-là? Non? L'absence de défricher, enlever déserter, faire un désert, ça vient de ça. Autrement dit, un des voisins s'engageait à couper la végétation sur sa terre
pour que le soleil puisse éclairer la récolte de son voisin. Mais à première vue, c'est pas évident ça. Ensuite, excusez. Le cours de héraldique. Peut-être plusieurs vont s'y reconnaître là-dedans. Tout ça est parti dans le temps des combats, où est-ce qu'il y a dans des corps à corps, lors de bataille, pour différencier une famille ou un autre, un clan ou un autre. Alors, chacun élaborait son blason. Aujourd'hui, c'est resté. Et on a l'avantage aujourd'hui que si vous avez une famille, s'il n'y en a pas dans votre famille, alors ici, à Ottawa, vous pouvez en créer un. Si ça fait 2, 3 générations que vous êtes dans le domaine de la médecine, peut-être refaire votre blason aux armoiries pour refléter la famille. Et c'est fait pour quelques centaines de dollars. Vous élaboré des règles assez précises là-dessus. Et vous pouvez élaborer vous-même vos armoiries et vous en êtes propriétaire. Vous avez comme un genre de droit d'auteur sur ce blason. S'il existe déjà un et qu'il vous intéresse, vous devez demander la permission au propriétaire de l'utiliser. L'anthroponymie, c'est-à-dire que votre nom de famille, d'où il vient, est-ce qu'il a changé? On va prendre la famille Roy, qui est assez nombreuse au Québec. Une de ses branches, je crois qu'il y a eu 5 personnes Roy qui sont arrivées de France, certains en Acadie, d'autres à Québec. Et ça vient, la plupart des autres dérivent du nom de famille de Châtellerault. Alors, c'était Châtellerault dit Roy, Roy dit Châtellerault, et on laissait tomber le Châtellerault, puis simplement garder Roy. C'est un exemple. Alors, on vous donne un cours sur comment votre patronyme a changé avec les années. Aussi, à la Société de généalogie de l'Outaouais, on a des conférences. Soldats du régiment de Carignan-Salière. Récemment, on a eu un concours à la Société de généalogie et les gens ont trouvé entre 50 et 100 membres du régiment Carignan-Salière dont ils avaient comme ancêtres. Alors, vous pouvez élaborer ça facilement. Les filles du roi, qui se trouvent être les mères de nos mères, il y a un bout de temps. Et on peut chercher aussi combien de personnes sont arrivées. Il y en a eu environ 700 filles du roi qui sont arrivées. Et aussi une autre conférence sur les seigneuries, d'autres sur l'arrivée des loyalistes qui ont augmenté considérablement la population. Beaucoup ont été en Ontario et côté anglais du Canada, mais plusieurs sont restés ici comme les cantons de l'Est. Beaucoup de gens de loyalistes se sont établis ici, et surtout ici en Outaouais, qui sont établis ici. La vie des loyalistes, la génétique, justement, c'est une de mes collègues qui est microbiologiste de formation, qui donne cette conférence sur la génétique. Génétique va nous informer beaucoup sur les maladies, les caractéristiques physiques et intellectuelles que l'on a. Et elle peut aussi nous donner des indications sur nos origines géographiques. D'où on vient? Est-ce qu'on a des ancêtres écossais, irlandais ou italiens? Alors, d'après l'analyse de votre ADN, on peut trouver, ça peut donner des indications. La génétique, au début, la génétique, c'est quelque chose qui est assez récent. Et puis, au début, la généalogie a servi à valider les résultats de la recherche en génétique. Mais maintenant, ça s'est développé et ça se développe toujours. Les généalogistes remettent en question l'exactitude de ces données
en cas de divergence avec la génétique. L'avenir semble prometteur en ce qui concerne l'utilisation bienveillante de la génétique, tant pour les médecins que pour les généalogistes. Là, la généalogie et la médecine, quelques exemples de maladies héréditaires. Vous en savez plus long que moi là-dessus, de ces maladies. Généalogie, visite de médecine. La neuropathie optique de Leber. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il y a une maladie qui semblable à ça, cette maladie, la neuropathie optique de Leber, ça fait que les gens dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, c'est qu'ils ne voient plus le centre de leur vision, ça se noircit et le cercle s'agrandit toujours. Ça serait dû à l'arrivée d'une fille du roi et son mari qu'elle a rencontré ici. Les deux étaient porteurs du gène et ça s'est passé de génération en génération. Une autre chose, superfétation. Ça vous dit quelque chose? Oui, non? Non? C'est un phénomène assez répandu chez les mammifères tels que, je crois que c'est le lièvre et la belette. Pendant un certain temps, en Nouvelle-France, il y en a eu 5 cas. Ce fait-là, ce n'est pas une maladie, c'est un fait. C'est lorsque un ovule est fécondé pendant qu'il y a déjà un fœtus en développement dans l'utérus. Alors, c'est une population. Il y a eu environ 5 cas en l'espace de 21 ans, dans les années 1750 à peu près. Et puis, il y en a eu 5 cas pour une population d'environ 55 000 habitants. Alors, lorsque les recherches ont été débutées là-dessus, il y avait 2 cas que j'ai trouvés dans la fin du 18e siècle, qui est vers... un était en Alsace et l'autre était dans le nord des États-Unis. Alors, mais aujourd'hui, disons que le cas doit être assez rare puisque avec 1,2 enfants par famille, les chances que ça se reproduise sont assez minces. Ainsi de suite. Résumé. J'espère que cette rencontre vous en a permis d'en apprendre sur la généalogie, que la recherche généalogique soit un projet personnel ou pour suggérer une activité, un loisir vous semblerait adéquat comme solution non dispendieuse à un problème médical. La généalogie est un passe-temps d'une vie, 2 vies. Comme tout le monde, vous allez progressivement découvrir le merveilleux monde de la généalogie, ses nombreux outils, ses techniques de recherche et un grand plaisir de retracer vos ancêtres. Excusez. En ce faisant, vous allez rencontrer des gens, effectuer des voyages, et vous allez même ressentir la joie de publier et de participer, partager le fruit de vos recherches. Personnellement, j'ai fait 2 voyages en France. Mes ancêtres en ont retrouvé. Je m'attendais là-bas, je vais peut-être rencontrer des gens riches et célèbres ou des gens de ma parenté. Riches et célèbres, oui, j'en ai rencontré un. C'est dans un McDonald's pas loin de Tourouvre, en France. Ronald parle très bien français, soit dit en passant. Je ne suis pas un fan de cette nourriture, mais lorsque vous êtes en voyage et vous recherchez de l'Internet gratuit, le Wi-Fi, comme ils appellent là-bas, c'est une bonne place. C'est là que j'ai fait cette rencontre-là. Ensuite de ça, des gens locaux. Rencontré une là-bas.
Étretat, en France. Étretat, très beau paysage. Il fut un temps en France où Étretat était la capitale française du suicide. On s'imagine qu'à marée basse, il n'y avait pas de deuxième essai. C'est ça. Et puis, c'est aussi la toile de fond d'un roman de Maurice Leblanc, l'auteur des romans, la série de romans sur Arsène Lupin. Alors, si vous lisez ce livre-là, ils vont parler de l'aiguille creuse. Alors, c'est sur la toile de fond de ce roman. Et aussi, vous allez voir des endroits qui, aujourd'hui, c'est, disons, on va être un petit bout de temps sans le voir. Ça, c'est Notre-Dame de Paris en 2017. Disons qu'aujourd'hui, c'est un peu plus aéré, mais c'était très impressionnant lorsque vous rentrez à l'intérieur. C'était fait dans les années 1300, je crois, le début. Alors, impressionnant. On va attendre quelques années et puis on va y retourner. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en aurais une, si je peux me permettre. Pardon? Vous pensez quoi de Ancestry? C'est un site où ils ont beaucoup de données. Et la plupart sont fiables. Et puis, c'est un bon point de départ. Mais ils ont leurs limites aussi. Tant qu'elle avait... les problèmes avec ces sites-là, c'est où est-ce qu'ils ont pris les informations. Ancestry, c'est beaucoup de recopiage. C'est-à-dire, les gens ont pris un document, lequel, je ne sais pas, ils ont pris un document et puis ils l'ont transcrit. Peut-être d'autres personnes l'ont transcrit aussi. Et chaque fois qu'il y a une transcription, il y a des risques de des erreurs. Alors, c'est bon. Ce n'est pas le meilleur site, mais disons qu'il est de plus en plus populaire. Et puis, si vous trouvez l'information, mais vous pouvez prendre lorsque vous rentrez vos informations, écrivez toujours l'endroit où est-ce que vous avez pris l'information, c'est-à-dire Ancestry, où je l'ai pris d'après les registres d'actes civils, les registres de baptême, mariage et sépulture. Ça, c'était écrit par la personne même à ce moment-là. Tandis qu'Ancestry, oui, d'habitude, c'est bien fait. J'y vais quelquefois. Et puis, non, vous y allez, mais vous pouvez vérifier par après la véracité, l'exactitude de ces données qui sont corrigées, qui ont été collectées par Ancestry. Moi, j'aurais une autre question. Tantôt, vous avez dit que dans le volet génétique de la généalogie, on pouvait retrouver des indices géographiques, puis vous avez dit on peut remonter pour voir s'il y a des liens avec l'Écosse ou l'Italie. Est-ce que c'est à travers des maladies qui sont plus typiques de ces pays-là? Comment on peut faire le lien? Non, pas par les maladies, mais d'après notre ADN, il y a des groupes d'ADN qui sont particuliers à une région ou à une autre. Comme moi, on m'a dit que c'était l'ouest de la France. Alors, d'après les données que j'avais, de généalogie que j'avais, oui, la plupart de mes ancêtres viennent de l'ouest de la France. Le Poitou, la Bretagne, la Normandie, et puis c'est ça, dans le bout de la région de Bordeaux. Alors, c'était... on peut vous donner ça. Et puis, mais eux autres aussi, c'est nouveau. Et puis, ils font des corrections là-dessus. Au début, ils me disaient que j'avais 20 de mes ancêtres qui étaient britanniques. Là, je n'étais pas d'accord du tout. Mais c'est qu'il y a eu un temps où une partie de la France, une bonne partie de la France, surtout au Moyen Âge, je crois, appartenait à l'Angleterre. Alors, ils ont laissé des souvenirs là-bas. Et puis, mais là, ils ont corrigé. Après ça, on s'est aperçu que non, c'était peut-être d'ascendance britannique, mais on venait de l'ouest de la France. Mais bonne question. Okay. Puis, j'en aurais une autre aussi.
Oui, étonnamment, ma mère et mon père sont des bouchards et j'ai marié un Lamotte dont la mère était une bouchard aussi. Oui. Alors, mes enfants à la petite école, quand ils parlaient des noms des grands-parents, ils se sont fait taper ses doigts parce qu'ils ont dit: t'as pas compris que les mamans changeaient de nom quand ils se mariaient, mais dans mon cas, puis dans le cas de ma mère puis de ma belle-mère, c'était pas le cas. Maintenant, on a fait des recherches généalogiques pour ces 3 bouchards-là pour savoir où est-ce qu'on se croise. Puis moi, dans mes ancêtres, j'ai des bouchards entre mes 3 parents, ou ma belle-mère puis mes 2 parents, qui se sont croisés pour savoir est-ce que j'ai de la consanguinité puis à quel niveau. Mais en fin de compte, des documents que j'ai reçus, dont celui de Bouchard de mon père, il est remonté jusqu'à temps des arrivants français au Canada. Je ne vois pas le lien où ça se croise. Est-ce que... Il s'agit de faire des recherches. Mais Bouchard, il a fait beaucoup de Petit Claude. Je crois l'ancêtre, il avait surnommé Claude Bouchard, dit Petit Claude. Il vient dans la région de Saint-Côme-en-Verret. Mais la famille Bouchard, c'est immense. Il y a beaucoup de gens. Mais pour la consanguinité, je pense qu'après 4 générations, il n'y a plus vraiment de consanguinité. C'est vraiment, ça diminue les chances de problèmes de tare familiale. Ça diminue de façon exponentielle. Alors, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai. Là-bas, il y a plusieurs des gens que je vois qui c'est des Tremblay, mariés à des Tremblay. Comme moi, j'ai marié une Simard, et puis on se rejoint à un moment donné à la 11e génération. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parents, mais c'est... Merci beaucoup. Oui, pas de problème. Mais Bouchard, vous allez avoir beaucoup de plaisir à trouver ça parce qu'il y a beaucoup d'informations. Plus une famille est répandue, comme les Tremblay, les Gagnon, les Bouchard, plus il y a de généalogistes dans la famille, plus c'est facile, plus on écrit et plus c'est facile de trouver de l'information. Ça va? Moi, j'aurais une autre question. Est-ce que c'est plus difficile de faire une recherche généalogique à l'extérieur du Québec parce que c'est peut-être plus restreint en termes de population francophone? Oui, c'est un peu plus difficile. Pas impossible, mais c'est plus difficile. Donner un exemple d'un acte de mariage que j'ai lu récemment, qui vient du Québec. Ils vont dire non fictif, là, Joseph Tremblay, cultivateur, fils de Armand Tremblay, forgeron, et de Louise L. Gagnon de cette paroisse. Et là, ils vont donner plus d'informations là-dessus versus un acte de mariage du côté de l'Ontario. Ils vont dire, Joseph Gagnon, aujourd'hui, donne la date, Joseph Gagnon a épousé Louisette Gagnon. Et c'est tout. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations. On peut peut-être en trouver ailleurs, parce que ce n'est pas seulement des actes de mariage, il y a aussi des contrats de mariage. Il s'agirait de les retrouver et de comparer. Peut-être qu'il y a plus d'informations là-dessus. Mais c'est un peu plus difficile, mais pas impossible. Comparativement à des endroits en France, lorsque pas tellement loin où a eu lieu le débarquement, où là, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun building qui reste debout avant 1945. Mais ce n'est pas impossible. Mais je vous invite à faire un voyage, ramasser assez d'informations, pour essayer de trouver l'origine, le lieu d'origine de vos ancêtres et d'aller y faire un tour. L'accueil qu'on a là-bas en France, parce qu'on a toujours la même phrase qui nous revient, même phrase polie qui nous reviennent. Vous avez un drôle d'accent, vous. Oui, je suis du Québec. Ah, OK, ça va, ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bien, mon ancêtre est parti d'ici vers 1670. Ah oui! Ah là, vous n'avez pas idée comment est-ce que les portes se rouvrent. On était invités à prendre un café à l'intérieur de gens qu'on ne connaissait pas. Et puis, on est toujours très bien accueillis. Là-bas, on parle sensiblement la même langue. Et puis, mais l'accueil est vraiment
extraordinaire. Je vous encourage à aller faire un tour là-bas. Ça va? Merci, M. Pierre. Mon nom est Tammy. Je me suis joint un peu tard. Désolée, je vais allumer ma caméra. Peut-être c'est mieux. Bon. J'ai manqué le début. Alors, merci Isabelle d'avoir fourni la Société de généalogie de l'Outaouais. Question personnelle. Vous travaillez beaucoup dans la généalogie. Que pouvez-vous dire du nom Constant? Oui, j'en ai dans ma famille. Pas vrai. Oui. Ah, OK. Êtes-vous de la région de Saint-Wenceslas? Il paraîtrait que, je n'ai pas fait de recherche, mais dans la région de Toulouse. Ah, OK, en France. Oh, là, il Oui. faudrait voir dans les dictionnaires. Mais OK. je vous parle récemment, Saint-Wenceslas, sur la rive sud de Trois-Rivières. Ah, c'est Sainte-Clotilde de Horton. C'est à peu près dans le même bout. OK. Alors, peut-être avec quelque chose. Alors, si vous faites des recherches dans ce bout-là, allez voir dans les beaucoup d'actes de baptême, mariage et sépulture sont disponibles sur votre écran d'ordinateur. Vous allez là, vous faites des recherches. Et s'il y a un index à cet acte-là, alors vous allez voir, peut-être retrouver réponse à vos questions, c'est-à-dire vos ancêtres, des parents et de ceux qui sont là. Et puis, non, la famille Constant, oui. J'ai un cousin qui a épousé une dame Constant et est originaire de Saint-Wenceslas, sur la rive sud de Trois-Rivières. OK. Ah, mais c'est intéressant. Oui. Bon, merci. Il paraîtrait que le premier qui est arrivé de la France s'appelait Thilouis. Ils ont même nommé un rang pas loin de Sainte-Clotilde, le rang Thilouis. C'est un Thilouis Constant de la France. Ah! Ouais. Puis là, j'essaie de me convaincre que la famille qui venait de la région de Toulouse, dans la France, je suis allée faire un petit peu de recherche juste comme ça. Puis il y a un chef. Il y a un chef, Isabelle, Christian Constant. Puis je me dis, je suis parentée, un jour, je vais y aller. Puis je vais lui dire bonjour, mon oncle. Ben oui, oui. Ça va lui faire plaisir, je suis certain. Ouais, ouais. J'avais été, mon dernier voyage en France, j'étais dans un village, je voulais avoir les clés de l'église, voir, jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et la dame qui était à la réception, c'était l'arrivée. Ah ben, j'ai dit, regarde sur Internet, Ricardo l'arrivée, tu vas avoir des bonnes recettes. C'est intéressant. Bon, ben, merci. Merci bien. Ah, pas de faute. Mais pour les constants, allez voir dans le dictionnaire généalogique, vous allez probablement avoir de l'information sur lui, c'est-à-dire son année de naissance à peu près, et puis le village, qui l'a marié, c'est quelques-uns de ses enfants. Là, vous pouvez descendre 2, 3 générations comme ça. Et puis. Mais vous dites d'aller voir dans les dictionnaires de généalogie, c'est où ça? Où est-ce qu'on trouve ça? À la Société généalogie de l'Outaouais? Oui, et puis cette information-là, pas nécessaire d'être membre à la Société de généalogie de l'Outaouais. Il y a seulement 6 ordinateurs qui sont bourrés de programmes de recherche de données de généalogie qui sont réservés strictement aux membres, mais beaucoup de livres, quelque chose comme 1600 répertoires, c'est-à-dire des livres où on a enregistré des baptêmes, mariages, sépultures. On a recopié des baptêmes, mariages, sépultures. Alors, puis il y a certains sites Internet aussi, nosorigines.qc.ca. Alors, allez voir là-dessus et vous pouvez faire un petit bout là-dessus. Merci. Merci. Moi aussi, j'avais une question. Mon nom de famille est un prénom. Et je m'étais toujours fait dire que les noms de famille composés d'un prénom, quand ils venaient d'Europe, étaient reliés à des orphelins. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine? C'est la première fois que je l'entends, mais c'est possible. Mais beaucoup de noms viennent de non-dits. C'est-à-dire que dans certaines familles, c'était la famille Trottier. Et puis, à une génération, les 5 fils de ce monsieur Trottier-là ont tous pris des non-dits. C'est-à-dire, un était Trottier dit l'Oranger, Trottier dit la Buissonnière, Trottier dit Rivard.
Et la génération subséquente, ils ont gardé seulement le non-dit. Alors, la génération subséquente, c'était des Labissonnières, des Lorangers, des Rivards. Et c'est comme ça. Alors, c'est peut-être que l'ancêtre s'appelait peut-être Albert. Il y a peut-être plusieurs. Alors, de ce nom de famille-là. Et puis, on dit lequel Albert? Ben, lequel de ce nom de famille-là? Ben, c'est dit Albert, comme c'est le fils d'Albert. Et puis, les générations subséquentes, ben, ils ont seulement resté à Albert. C'est une hypothèse, ça peut être ça. Il s'agirait de creuser un peu plus. Oui, mais là, j'ai déjà des ancêtres qui changeaient de prénom et on l'apprenait quand ils étaient décédés, alors ça ne va pas être évident. Oui. Mon père m'a dit qu'à un moment donné, il a trouvé une de ses tantes, Éléonore, qui était décédée. Et puis, il arrive à l'église et puis au funérailles. Et puis, on lui dit, ben, le prêtre dit, bon, OK, aujourd'hui, on se réunit pour les funérailles de Maria. C'est-tu à la bonne place? Bien, elle a été baptisée Maria, mais je ne sais pas, les parents n'aimaient pas le nom Maria, alors ils l'ont appelée Éléonore. Et ainsi de suite. Cherchez pourquoi? Je ne sais pas. C'est un fait. En généalogie, on rapporte les faits. On ne dit pas nécessairement nos opinions. Oui, Mme Cousineau? Oui, en fait, j'ai une question par rapport aussi aux noms de famille qui sont un prénom. Oui. Est-ce que dans le cas de l'esclavage, est-ce qu'il y a quelque chose où on dit que, enfin, on m'avait expliqué que le nom de famille qui était un prénom, c'était parce que le maître, quand l'esclave était libéré, on lui donnait le nom de famille de son maître. Est-ce que c'est juste ça? Oui. C'est pas la première fois que je l'entends. D'accord. Et puis, c'est possible. J'ai un ami qui s'appelle Reynald et son nom de famille, c'est Jean-Pierre. Mm-hmm. Et il m'expliquait que ça remontait peut-être à l'esclavage au moment de la libération où il n'avait pas de nom de famille donc et on ne pouvait pas donner le nom de famille du maître. Donc. Oui, ça arrive aussi des noms assez comme d'origine asiatique. Beaucoup de maîtres, de seigneurs au Japon, je crois, qui avaient quelque chose comme 1000 serviteurs. Alors, eux autres, ils pouvaient vraiment trancher. Alors, il a donné son nom de famille à tous ses serviteurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup de Nguyen, de Chang. Ça vient probablement de là. Mais ça, c'est le cours d'anthroponomie qui va vous plus en informer là-dessus. Merci. Bienvenue. Bien, si plus personne n'a de questions, je vais vous remercier, M. Arcan, pour cette très intéressante présentation. Merci. Alors, j'espère que si je sais que vous êtes très occupé en médecine, mais comme j'ai dit, vous pouvez, merci, envoyer quelques-uns de vos futurs patients parce que on remarque des gens qui, quand ils sont arrivés, ils parlaient aucune socialisation ou très peu, ils étaient très gênés. Et maintenant, ils sont vraiment, ils socialisent beaucoup.